conscient que les ressources de notre planète sont limitées et non renouvelables. Est-il possible d'agir au niveau local et si oui, comment? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai souhaité inviter Madame Van den Oostende, présidente du collectif Transition en Périgord noir et demeurant à Saint-Crépin et Carlucé. Bonjour Madame Pascale Van den Oostende. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à Desera Project. Pouvez-vous nous présenter votre collectif, son origine, son rôle et ses actions sur notre territoire? Bonjour, merci de m'avoir invité. Le collectif Transition Périgord Noir est une association en loi 1901 qui existe depuis près de 10 ans. En 2014, certaines personnes se sont posé des questions sur comment réagir et comment proposer des alternatives au tout économique, au tout capitaliste, dans l'environnement naturel et dans l'environnement social et économique de tout citoyen. Donc ils se sont penchés sur la question et quelques personnes ont proposé d'animer un petit groupe de réflexion, d'abord sur l'énergie, sur la mobilité, sur l'habitat, sur la monnaie locale. Et c'est ainsi que des petits groupes ont démarré, avec des gens qui se réunissaient et puis qui réfléchissaient, qui proposaient des alternatives dont ils avaient connaissance dans le Périgord noir. Et puis petit à petit, ça a évolué. On a eu des gens qui s'intéressaient plus à la forêt, par exemple. Donc on a eu un groupe forêt qui est toujours très actif et un groupe qui s'appelle Nous voulons des paysans. Alors, juste pour la petite histoire, en fait, au départ, nous faisions partie de Nous voulons des coquelicots. C'était le groupe suite à l'appel de Nicolino, donc pour lutter contre les pesticides de synthèse. Et donc, on avait un petit groupe qui se réunissait une fois par mois. Et chaque fois, on invitait quelqu'un qui avait été passé en bio, par exemple un maraîcher, ou quelqu'un ou un apiculteur, ou un éleveur. Et finalement, on a bien aimé cette formule et on a continué. Donc, on s'appelle Nous voulons des paysans. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Au fait, Vous avez en fait des exemples concrets. Voilà. Alors, le collectif, finalement, il fait de l'éducation populaire. Oui. Donc, on propose des sorties terrain. C'est comme ça qu'on les appelle. Par exemple, pour la forêt, on va proposer une sortie dans un endroit comme, par exemple, la forêt à Taillac, à côté des Isis. Oui. Où on va découvrir les arbres fruitiers en forêt. Et puis on va ensuite aller voir un artisan qui utilise ces essences-là pour tourner, donc un tourneur qui fait de très très beaux objets avec ce bois spécifique. On a fait une autre sortie autour du châtaignier. On était allé voir des bois de châtaignier à différents stades de leur évolution. Et ensuite on est allé voir quelqu'un qui fait des bardeaux en châtaignier. Donc c'est pour, en fait, montrer les possibilités que propose la forêt. Mais il n'y a pas que ça, on organise aussi des conférences et des films, des projections de films, alors, la plupart du temps au Rex à Sarlat, qui ont trait à la forêt. Donc il faut quand même préserver les essences anciennes, finalement, de nos forêts. Absolument, et pour ça on avait déjà fait en 2021 une fête des possibles qui s'intitulait « Connaître sa forêt pour la gérer en la préservant ». L'idée, c'était qu'on se rend compte que beaucoup de personnes possèdent des forêts sans les connaître réellement, sans connaître les différentes essences et les possibilités. Et au fait, si on veut préserver, il faut d'abord les connaître. Donc on avait invité plein d'intervenants différents, des spécialistes dans leur domaine, des experts même, et aussi des artisans de la filière bois. Et au fait, suite à cette réunion en septembre 2021, plusieurs d'entre eux se sont regroupés. Et maintenant, ils ont organisé le festival au coin des Sieurs à Tursac. Et donc, ils l'ont fait en 2022 et ils l'ont fait maintenant en 2023. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fait, on a fait connaître quelque chose et du coup, ça continue. Les gens s'intéressent. La filière, les corporations s'intéressent finalement absolument à mener des exemples et à crédibiliser une filière même de la forêt, quoi. Oui, mais en plus, il a fallu aussi réexpliquer ce que c'était une forêt naturelle, ce que c'était une vieille forêt, ce que c'était une forêt ancienne. Donc on a organisé des conférences au PIF, au pôle d'interprétation de la préhistoire. On a aussi, comme je disais, organisé des projections au cinéma Rex
Entre autres, il y avait Poumon vert et tapis rouge, un exemple, donc suivi d'un débat, et pour expliquer un petit peu le fonctionnement d'une forêt avec plusieurs couches et beaucoup d'essences différentes, donc qui est très riche en biodiversité, comparé à des monocultures finalement, des monocultures d'arbres qui ne sont pas de véritables forêts. Vous disiez que l'éducation populaire, finalement, c'était comme ça qu'on pouvait toucher la société civile davantage? Mais pour nous, oui, parce qu'au fait, en faisant ces sorties terrain, par exemple les sorties qu'on fait avec Nous voulons des paysans, on avait fait une sortie qui s'appelait Du grain au pain, en allant voir un producteur de céréales bio. Ensuite, on est allé dans un moulin où il fabrique de la farine à base de ces céréales bio, et ensuite on a été dans un fourneau rencontrer un boulanger qui fait du pain avec cette farine. Et donc là, on a pu démontrer à tous ceux qui sont un peu sceptiques ou tous ceux qui s'intéressent qu'une filière locale en bio, eh bien, c'est faisable. Parce que souvent, les gens disent oui, c'est très bien tout ce que vous préconisez, mais au fait, c'est de la théorie, ce n'est pas faisable, ce n'est pas faisable. Bien oui, si, c'est possible. Donc on a fait ça, par exemple, par rapport au pain, mais on l'a fait pour l'élevage. Voilà, on emmène les gens pour l'élevage aussi, oui. On était allé à Fond-Lac. On avait été rencontrer des personnes qui font du bœuf et du veau bio et qui produisent leurs propres céréales, donc avec une dizaine de variétés anciennes pour nourrir en plus, et puis ils font évidemment les foins. Donc d'abord ce sont toujours des visites très intéressantes que nous préparons bien en amont avec des spécialistes pour accompagner la visite. Et alors ce qu'on fait aussi, c'est d'habitude on prévient, donc dans l'Essor Sarlandais qui est le journal local, on prévient, on donne les dates et les lieux de rencontre pour ces visites. Et quand des journalistes nous accompagnent, souvent ils font un article après. Donc ça rajoute encore quelque chose à notre visite et donc ça augmente la possibilité justement d'éducation populaire. Et j'ai une question, comment faire pour que de plus en plus de citoyens s'impliquent? Alors ça c'est très difficile et je crois que tous ceux qui sont dans des associations et qui ont des fonctions de responsabilité dans les associations le voient. Nous avons plus de 200 personnes qui sont inscrites dans notre carnet d'adresses, donc ils se sont tenus au courant parce qu'ils l'ont demandé. D'accord. Mais on a à peu près 35 adhérents et de ces 35 adhérents, il y a une petite dizaine de personnes vraiment actives. Oui. Et c'est donc, ça devient de plus en plus compliqué. On se pose beaucoup de questions. Parce qu'en fait, on s'engage aussi à... Alors ça, c'est encore un autre domaine. C'est une sorte de veille. Alors, je m'explique. Régulièrement, il y a des nouveaux textes de loi qui sortent. Parfois, il y a aussi des consultations publiques. Mais on est rarement au courant, en fait. Très rarement. Même les élus ne sont pas au courant. Et donc, nous avons quelques personnes qui font cette sorte de veille. Et dès qu'il y a important pour le paysage, le tourisme, l'agriculture, le bien-être, voilà, ils nous préviennent. Alors si c'est un sujet qui est très important, avec un des très gros dossiers à lire, on constitue un petit groupe de travail et on va élaborer une réponse collective. Et ensuite, notre collectif va répondre donc, à cette enquête publique au nom du collectif. Mais du coup, cette réponse, nous la mettons à disposition de toutes les personnes qui le souhaitent pour qu'ils puissent répondre à titre individuel. Oui, vous avez un site internet? On n'a pas de site internet, non. Alors, il y a notre adresse email. Oui. On peut nous écrire et on répond toujours. Voilà. Et puis, on a aussi un Facebook. Donc, le Facebook, c'est Collectif Transition Périgord Noir. Oui. Et notre adresse, c'est ctpn@courriel.bio. Mais en général, les gens nous retrouvent parce qu'il y a plusieurs manifestations et voilà, on nous retrouve facilement. Quels sont les obstacles à vos actions? C'est le nombre de personnes actives dans notre association, parce que finalement, ce sont toujours les mêmes, parce qu'on peut faire partie de plusieurs groupes, et c'est ce qui arrive. En fait, nous sommes tous membres de plusieurs groupes, et les uns qui sont animateurs dans un groupe sont animateurs adjoints, je dirais, dans l'autre groupe. Donc finalement, ce sont toujours les mêmes. Et donc, à force, on s'épuise un peu, parce qu'on aurait envie d'en faire plus. Là, on a par exemple, c'est encore un autre exemple, mais l'année dernière, on a, pour la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, on a projeté un film au cinéma, un très très beau film, un vrai film de cinéma, pas un documentaire. C'était un film qui s'appelait También la lluvia, donc même la pluie.
Et ce film, en fait, a attiré beaucoup de monde. Et c'était bien parce que pour une fois, ce n'était pas que nos adhérents, mais il y avait vraiment un public très large. Et la salle était quasiment comble. Et après, on avait un débat avec des techniciens rivières, avec un médecin, avec un hydrogéologue, donc des gens très compétents. C'était vraiment, vraiment très enrichissant. Et l'idée, c'était de lancer un groupe eau, comme nous avons les autres groupes. Et au fait, ce groupe n'attend qu'une chose, c'est démarrer. Mais en fait, on a un peu de mal parce que ça va être encore une fois une de ces 10 personnes actives qui va devoir s'en charger. Et puis, on a aussi un groupe qui a été créé récemment autour de la gestion des déchets. Alors là, c'est assez intéressant. Je vois que j'ai encore un petit peu de temps pour en parler. je vais être assez rapide, mais je vais quand même parler de cet exemple parce qu'on a donné une conférence au Sécheur d'Ayac en janvier de cette année. Et c'était une conférence donnée par un membre de notre association qui, en même temps, est membre d'une association au Congo, RDC, donc République démocratique du Congo, au Kivu. Et donc, il a donné cette conférence en duplex avec ses collègues du Kivu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Kivu, des personnes se sont engagées pour apporter une réponse à trois ce ne sont pas des fléaux, mais 3 problématiques très importantes auxquelles ils doivent faire face. La première, c'est la crue des rivières, qui chez eux, à chaque fois qu'il y a une crue des rivières, ça veut dire des centaines de morts, parce que les gens n'ont pas le temps de se réfugier, il n'y a pas de système d'alarme, etc. Il y a la déforestation, et puis il y a l'agriculture, qu'il faut absolument qu'elle passe en bio, en agroécologie, etc., couverture de sol. Bon. Ce sont les 3 grosses problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes de cette association se sont dit, on ne va pas attendre que l'État vienne nous aider, on ne va pas attendre que les préfets, etc., viennent nous aider, on va se prendre en main. Donc ils ont contacté toutes les associations locales, toutes les associations religieuses, tous les chefs de village, etc. Ils ont établi une charte, ils ont signé cette charte pour s'engager dans ces 3 problématiques. Et en fait, pour nous, ici, dans notre petit Périgord noir, en fait, nous avons aussi des territoires où nous devrions être capables de mener des actions. Et ça a été vraiment un exemple. On s'est dit, il y a quelque chose à apprendre de leur initiative. Et donc, on a réfléchi, créé un petit groupe de réflexion, et on s'est dit qu'un sujet qui touche tout le monde, toutes les couches sociales, etc., qui a un impact économique et qui est vraiment d'actualité, c'est la gestion des déchets. Et plutôt que d'être comme d'autres, et c'est très bien qu'ils soient là, hein, qui revendiquent des choses, qui sont contre, qui sont mécontents, etc. Bon, chacun son rôle. Nous avons plutôt choisi l'option d'essayer de réfléchir à comment motiver les gens, comment faire en sorte que cette gestion des déchets, nous la prenions tous en main et que nous nous sentions tous responsables. Voilà, c'est une autre façon de voir les choses, mais assez positive. Oui, merci de cette bonne initiative pour concerner le citoyen finalement et pour concerner les réseaux possibles. Ramener finalement de la conscience auprès de chacun et que chacun s'en empare, voilà, s'engage. C'est bien. Voilà, c'est bien, c'est une belle initiative. Je voulais avoir votre mot pour la fin. Vous, quel est votre objectif par exemple pour 2024 ? Alors je crois qu'il faut qu'on reste absolument curieux et vigilant et surtout qu'on prenne nos responsabilités individuelles. Alors nous sommes un collectif et j'aime beaucoup ce mot, ce collectif, on travaille ensemble, mais c'est vraiment pour que chacun prenne conscience et prenne ses responsabilités. Après, c'est pas ça qui va régler tous les problèmes, il y a vraiment des choses beaucoup plus politiques. Des choses à prendre, des décisions à prendre à très haut niveau, mais c'est à ces différents niveaux qu'il faut travailler. Donc notre collectif a choisi l'option de vraiment essayer de réveiller les consciences et pour ça, soyons toujours curieux pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci.